Première passion, je dirais que c'est le théâtre. J'avais peur de déplaire, j'avais peur de dire des bêtises. C'était vraiment un pervers narcissique, quoi, très manipulateur. Fred avait 15 ans de plus que moi et il était séropositif. Il était à la drogue dure, il était à l'héroïne. C'était à un point où il disait électricité au lieu de dire baguette de pain, quoi. Non. Non. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, il faut que je sauve ma peau. Une formation pour devenir berger vacher transhumant. Mais j'ai 42 ans, je suis pas en forme physiquement. Vivre tout seul en montagne pendant plusieurs mois sans devenir complètement défoncé ou te suicider, tu vois. Et voilà, et là j'attaque donc ma 4e vie. Vachère. Quand tu réfléchis trop, tu es plus dans l'action en fait. Je roule un stick, je fume une latte et on y va. Alors, je suis née à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, parents ouvriers, climat familial au top, gentillesse, pas de maltraitance, pas de gros chocs psychologiques, mais une mère quand même un peu rigide et plutôt exigeante. Enfant, j'étais plutôt réservée, plutôt très attachée au regard des autres. J'avais peur de déplaire, j'avais peur de dire des bêtises. Et du coup, je m'exprimais pas tellement. J'étais une très bonne élève en classe. J'avais besoin de reconnaissance, donc ça m'en apportait. Première passion, je dirais que c'est le théâtre. J'ai atterri dans une école de théâtre dont le professeur aimait les jeunes filles et abusait de son aura de professeur pour en abuser, quoi, voilà. Sa femme fermait les yeux sur tout, elle l'admirait, elle participait à tout ce qu'il faisait, en fait, quoi. Ça m'a pas trop traumatisée, j'étais évidemment amoureuse de lui, je trouvais ça génial qu'il soit amoureux de moi, alors qu'il était pas du tout amoureux de moi. C'était vraiment un pervers narcissique, quoi, très manipulateur, chantage au suicide, il m'envoyait des bouquets de fleurs anonymes chez mes parents alors que j'avais 14 ans. Moi, mes parents, ils se doutaient bien qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Mais bon, avec le recul, c'était pas du tout un être qui m'a plu, en fait, quoi. Mais bon, j'avais une fascination pour lui, puis j'étais assez impressionnable, en fait. L'autorité m'impressionnait, la maturité des autres m'impressionnait, voilà. Je voulais y accéder, et du coup, je pensais en étant très proche de ces gens-là, j'allais en retirer quelque chose pour moi, quoi. Voilà, et après j'ai eu un vrai choc théâtral et je suis allée voir un spectacle sur un monde apocalyptique dont seul l'amour pouvait sauver les êtres, enfin bref. Et il y avait de la nudité sur le plateau et j'ai eu un choc artistique, en fait. Ça m'a complètement bouleversée et je me suis dit putain, c'est du théâtre comme ça que j'ai envie de faire. Et là un gros choc aussi théâtral, un spectacle composé de scénettes mais avec un éclairage au couteau, tout était en noir et blanc, en fait, alors que c'était juste du réel, quoi. Donc c'était extraordinaire au niveau de la mise en scène, de la scénographie. Et là j'ai dit ouais, je veux travailler avec ce metteur en scène, quoi. Et du coup je suis allée le trouver à la fin du spectacle, j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'étais très impressionnable. Et il a accepté de me prendre en atelier et au fur et à mesure du temps qu'on se connaissait, je suis devenue son assistante à la mise en scène. C'était aussi un manipulateur, malheureusement, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Il était manipulateur parce que j'ai appris, je sais pas, 10 ans après m'être séparée de l'aventure avec lui, une aventure théâtrale, hein, pas du tout amoureuse pour le coup, que tous les spectacles qu'il avait montés avec moi étaient en fait des spectacles qu'il avait recopiés d'autres gens avec qui il avait travaillé. Et là, ben voilà, on a monté une compagnie, on donnait des cours, il m'a formée, on donnait des cours, on montait des spectacles.
Et là, j'ai vécu une vraie aventure de fou, quoi. Parce qu'on faisait absolument tout de A à Z. On faisait les costumes, on faisait les décors. C'était vraiment de l'artisanat. Et il y avait c'est ce que j'aimais dans le théâtre, il y avait un vrai esprit de troupe, à être tous ensemble, à porter le même projet, le même message, la même vision du monde, et à s'arracher pour que ça marche, quoi. Parce que justement, mon premier mec, c'était ce mec que j'avais vu nu sur scène quand j'ai eu ce choc théâtral. Je suis tombée amoureuse de lui immédiatement, sur scène. Mais c'était un être ingérable. Il était fou, il était aussi pluritoxicomane, évidemment. Mon Dieu. C'était un menteur hors pair. C'était un manipulateur, mais un jour, je le surprends en train d'embrasser une autre fille que moi dans la cage d'escalier de l'appartement qu'on habitait, qui était mon appartement, dont j'assumais le loyer, l'électricité, les factures, bref. Et je le vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et il me dit, ouais, tu peux pas comprendre, j'ai une maladie incurable, donc il faut que je profite de la vie. Et moi, au lieu de me dire, il est mythomane, je me dis, oh, quelle idiote, j'ai même pas vu qu'il était malade. Et je suis prête à tout. C'est juste pour te dire la construction mentale de la culpabilité, comme c'est plus puissant que ton intelligence au final et que ton analyse des faits, quoi. Quant à ça, t'es dans la merde en fait, parce que tu y arrives, t'es pas lucide, quoi. Et un jour, il m'a jeté tout l'électroménager par la fenêtre avant de tenter de se jeter lui par la fenêtre. J'ai dû le rattraper, alors qu'il allait pas se suicider, je pense, tu vois. Bon, bref. Et donc après, je me suis plus ou moins émancipée, j'ai monté mes propres ateliers et j'ai monté mes propres spectacles, j'écrivais, voilà. Il y en a un qui a pas mal marché, enfin un peu, qui a un peu tourné, on va dire, mais bon, j'en ai jamais vécu. Ça, c'était trop bien. Il y a un jour, je rentre d'une répétition de théâtre, j'étais sur Nice, et je vois un homme dans un bar très très moche, complètement abruti parce qu'il est en train de regarder un match de foot et que ça donne souvent une tête débile, un match de foot. Et bon, ça se passe. Je pars, et 3 jours après, je le retrouve à Grasse, à la terrasse du bar où je vais. Et là, je lui trouve je sais pas, un aura, une énergie, une nonchalance de l'ordre du rock'n'roll, quoi. Un truc très excitant, très libre, presque punk, qui me fait complètement craquer. Et il se trouve que cet être avait été propriétaire terrien en Corse. Et que du coup, en ayant de la terre, il fallait faire quelque chose avec de la terre, parce que c'était une chance de posséder de la terre. Et j'avais quand même, depuis l'adolescence, un vague fantasme d'élever des chèvres. Du coup, je suis allée... je travaillais dans un restaurant à l'époque, donc toujours pour gagner ma vie, j'étais commis de cuisine. Il y avait un chevrier qui livrait des fromages de chèvre à ce restaurant. Et donc, je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit, écoute, mon employé s'en va, viens. Là, je me suis dit, c'est le doigt de Dieu qui m'a touchée. Et 2 mois après, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence à apprendre le métier de chevrière avec donc Fred. J'ai travaillé 2 ans en élevage caprin, j'ai vécu ma meilleure vie. Là, c'était tous les jours de la production de fromage, de la traite, de la production de cabris, de chevrettes. Et puis j'ai adoré les chèvres, quoi. C'est vraiment un animal espiègle, rigolo, très très proche de l'humain en fait, quoi. Donc j'ai vraiment adoré, mais j'avais très hâte aussi de partir m'installer en Corse, quoi. Il m'a quand même emmené donc en Corse, là où il avait ses terrains. C'était sur la commune de Figari, un petit hameau de 5 maisons qui s'appelle Pichia, avec vue sur la mer, vue sur la Sardaigne, à 470 mètres d'altitude, en plein maquis. 5 maisons en bord de route, et de l'autre côté de la route, la vue sur la mer et la Sardaigne. Des vieilles maisons, des maisons de vieux Corse, bien austères, bien abîmées, avec des grosses pierres. Tous les anciens vivaient dans ces maisons. C'était le postier qui montait avec la mule, le pain et la viande 1 fois par semaine. Il y avait vraiment une âme dans ce lieu, un truc très beau. Hameau qui avait été complètement déserté. Il y avait un habitant sur la première maison, un habitant fixe.
Donc j'arrive dans ce petit hameau merveilleux, on monte pour y aller, une route, elle avait pas été encore regoudronnée à l'époque, de 5 kilomètres de long, et que des lacets, que des lacets, que des lacets. La première fois que tu la prends, c'est interminable. Et j'arrive là et je me dis, ouais, putain, je crois vraiment que je vais pouvoir être heureuse à vivre ici avec Fred, seul au monde, quoi. Les 2 premières années où j'habitais la maison, il me pleuvait sur la tête la nuit quand j'étais dans mon lit, quand même. Mais c'est pas grave, j'étais bien, j'étais amoureuse de Fred, je m'en foutais du confort, enfin, je le vivais, mais alors, ça n'avait aucune importance pour moi, en fait, quoi. Je rencontre des Corses, j'adore ce peuple, j'adore leur phrasé, leur accent, leur île, leur flegme, leur humour, bref. Et je m'intègre, bizarrement, je m'intègre très très bien. Je suis pas du tout gênée de pas être d'ici, tout va bien, j'ai pas de pression, quoi. Sûrement parce que j'aime Fred et que Fred m'aime et que du coup, voilà, le projet pour moi, il est recevable, on va dire, quoi. Et au final, trop de problèmes avec les terrains, parce qu'en fait, il fallait beaucoup d'hectares pour s'installer en tant qu'agriculteur extensif, prétendre à toutes les aides, etc. Et nous, on avait 12 hectares et il en fallait 125. Et donc, j'ai pas pu m'installer parce que j'ai pas trouvé les terres nécessaires. Mais je suis quand même restée en Corse, je suis quand même restée à Piche, j'ai travaillé ma terre, je me suis fait un énorme potager. En permaculture, j'ai préparé mon sol pendant 2 ans, en respectant les insectes, les oiseaux, enfin comme j'avais envie de le faire, quoi. Respecter la nature, mettre le moins de produits possible, laisser le temps au temps, produire moins mais mieux, voilà. Donc j'ai fait ça sur mon potager, j'ai expérimenté ça sur mon potager, j'ai fait un énorme potager. Comme si tout prenait sens en fait. Mes prises de position sur l'agriculture, mes choix dans ma vie, de vivre dans un petit hameau isolé où la terre est pas abîmée, voilà, tout prenait sens. La Corse, c'était un mode de vie que j'avais envie de continuer à avoir. Oui, alors Fred. Fred avait 15 ans de plus que moi et il était séropositif. Donc il suivait un traitement, la trithérapie, quoi, qui marchait très bien sur lui. Il était absolument pas contagieux. On pouvait avoir des relations sexuelles sans préservatif. Je pense même qu'on aurait pu faire un enfant si on l'avait voulu. C'était un mec plutôt défoncé, bien alcoolo, bien accro à plusieurs défonces dans sa vie, quoi, mais qui avait un sens de l'humour et une intelligence et une vivacité d'esprit qui dansait merveilleusement bien. Bref, je l'adorais, quoi. Voilà. Oui, donc un mec très intelligent, très cultivé, il nous mettait des raclées aux triviales poursuites, mais vraiment honteuses, quoi. Mais le travail, c'était pas son métier à Fred. Au moins il travaillait, au mieux il se portait. Il a fait des choix complètement marginaux. Il était chanteur de rock, il se droguait, il voulait pas travailler. Et un jour, sa sœur a quand même obtenu de lui qu'il passe un concours interne pour rentrer aux impôts. Et il est rentré aux impôts. Et là, Fred aux impôts, c'était juste pas possible, en fait. Enfin, il pouvait pas. Quand tu travailles aux impôts, c'est comme si tu adoubais un système, mais qui est tellement injuste. Il se tapait des gens toute la journée qui étaient dans la misère et il leur réclamait quand même des impôts. Enfin, c'était pas évident, quoi. Il essayait de faire au mieux. Du coup, il a arrêté. Bon, Fred, je pense qu'il était autodestructeur de base. Je pense que ses parents étaient sourds à Fred. Et en fait, tout le monde prenait ses parents pour des Mongoliens. Et ça l'a révolté dès l'âge de ses 7 ans. Et je pense que ça lui a créé un gouffre émotionnel et une colère très très importante qu'il a retourné contre lui-même en fait en se droguant, quoi. Il était à la drogue dure, il était à l'héroïne, hein, donc. Et après, donc, il a chopé probablement avec une seringue infectée. Et quand il l'a appris, bon, il avait tous ses amis qui tombaient comme des mouches parce que il l'a chopé vraiment au début de l'épidémie. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait que l'AZT à l'époque. AZT qui te défonçait complètement, qui te tuait plus que le sida. Il a toujours refusé d'avoir un traitement AZT, un résistant, quoi. Il savait qu'il allait en crever sinon. Et au fur et à mesure, en fait, que le temps passait, il se rendait compte que lui, il tombait pas comme une mouche, que son virus, au final, il n'était pas si agressif que ça. La trithérapie est sortie, et du coup, il
il a accepté la trithérapie au bout d'un moment et avec la trithérapie, en fait, il a très bien vécu, mais toute cette colère qu'il a emmagasinée, toute cette injustice aussi de voir les autres mourir et pas lui, alors qu'en fait, il s'est jamais senti légitime non plus de rien, en fait. Ça l'a mis très très en colère. J'ai fait un jour un spectacle donc sur les conduites addictives où il y avait une scénette sur les gens séropositifs et comment on vit avec. Et j'avais enregistré sa voix, je voulais un témoignage, ça me touchait. Il avait une voix magnifique, j'adorais sa voix, donc du coup je pensais que c'était beau de l'enregistrer. Et son texte finissait par ce qui lui fait le plus de peine, et il pleurait quand il disait ça, c'est que lui il a accès à un traitement alors qu'il en a presque rien à foutre de vivre, et qu'il y a des milliers d'Africains qui accéderont jamais au traitement alors qu'ils ont envie de vivre, quoi. Et c'est toutes ces injustices, ça le bouffait complètement. C'était un hypersensible, vraiment, quoi. Voilà. Et ça me parlait, puisque moi j'en suis une aussi à ma manière. Ce gouffre émotionnel, vachement dur à gérer, vachement dur à supporter, ça fait que tu pars en couille parce qu'il faut te soulager. Et le truc qui te soulage le plus rapidement, c'est l'alcool, c'est la drogue. T'oublies un peu que t'as de la peine, en fait, quoi. Ça va mieux, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on va vers des conduites addictives. En fait, c'est parce qu'on a du mal à supporter le monde dans lequel on vit et toutes les injustices de ce monde. Mais ouais, moi j'ai ressenti ce truc la première fois de ma vie, j'avais 14 ans. Mes parents, ils m'ont élevée dans un monde de bisounours quand même, tu vois. Où quand même tout le monde s'aime, on donne sa chemise, on donne aux autres, même si on n'a rien. Et pour moi, en fait, tout le monde marchait comme ça. Et c'est con, mais à 14 ans, donc je crois que j'étais en 3e, on étudie la Seconde Guerre mondiale. Je savais même pas ce que c'était, en fait. Ça m'a dégoûtée de l'humanité. Je me suis dit, mais en fait, comment des gens peuvent faire ça? Mais ça a été très très dur comme choc. Et je crois que le gouffre, il est parti de là. J'étais déçue que le monde qu'on m'avait décrit ne soit pas du tout celui auquel j'allais me confronter. Et je savais que j'avais aucune arme pour que ça se passe bien pour moi, en fait, quoi. Ma crise d'adolescence, elle a commencé ici. Qu'elle a vraiment explosé à mes 17 ans, la crise d'adolescence, quand j'ai commencé justement à me défoncer, quoi. Parce que du coup, c'était mieux, quoi. Je me défonçais à l'alcool, évidemment, blancasse le matin en arrivant au lycée à 8h, parce que ça va aller mieux. Je me défonçais à la beuh et au shit. Et après, je me suis défoncée à l'ecstasy, au LSD, à la cocaïne, mais pas trop, j'étais pas fan de cette drogue. En tout cas, c'était mon moyen de respirer, quoi. D'avoir un ça va mieux, quoi. Voilà. Du coup, dans un monde qui te paraît tellement hostile et tellement fou furieux, tu te dis: «Mais je vais jamais y trouver une place, en fait, quoi». Et te défoncer, ça t'en donne une au final. Tu te mets en marge par tes comportements et du coup, tu es reconnu dans un autre monde que celui qui te dégoûte. Mais c'est un monde qui est aussi pourri au final, parce que au final, mon délire free party, etc., a pas duré si longtemps que ça, parce que je me suis rendu compte que tous les rapports humains étaient faussés par la défonce, en fait, quoi. Un soir, il est parti tout seul dans un bar boire et il est tombé par terre sur un trottoir. Et il a eu un hématome au cerveau. Il se rappelait plus de rien, il croyait qu'il avait 17 ans, qu'il était chanteur de rock, il se rappelait plus de qui j'étais. J'ai essayé de l'aider, quoi, d'être là, d'être courageuse, de me mettre de côté pour de mettre, parce que c'est complètement désespérant, en fait, de vivre ça, de voir la personne qu'on aime dans cet état, et surtout de se dire putain, elle se rappelle plus de rien. Il y a plus rien parce que la mémoire, c'est quand même dans le couple, c'est important. On a des souvenirs communs, on a construit quelque chose en commun. Et là, il y avait plus rien du tout. Mais bon, j'ai tenu. Il s'est remis petit à petit, ça allait un peu mieux. Et après, il est rentré à la maison. Et là, il a recommencé à boire. Et recommencer à boire avec les ravages qu'il avait déjà eu sur son cerveau,
ben, c'était un être complètement différent qui n'avait plus rien à voir avec l'être que j'avais aimé, quoi. Il était très colérique, il s'énervait pour rien, il répétait les mêmes choses en boucle, il s'en rendait pas compte du tout. Enfin, son cerveau avait été touché, quoi. C'était à un point où il disait électricité au lieu de dire baguette de pain, quoi. Donc c'était une vraie perte de langage, quoi. Donc il fallait que je le reprenne tout le temps pour qu'il réapprenne à parler, en fait. Et il me disait non, je n'ai pas dit ce mot, j'ai dit le bon mot. Il était tout le temps en colère, tout le temps énervé, et ça finissait par de toute façon t'es trop conne, tu comprends rien, t'es trop conne, dégage, tu comprends rien. Mais il m'avait jamais traité aussi mal, en fait. Enfin si, ça s'était dégradé avec l'alcool au fur et à mesure des années. Il me rabaissait aussi en public. J'avais plus de libido du tout, évidemment, parce que quand tu vis un truc pareil, ton clito il est mort, quoi. Très clairement. Et du coup, j'ai dû partir parce que sinon, j'allais mourir de tristesse à ses côtés, de le voir comme ça tous les jours, quoi. C'était hyper dur parce qu'en fait, on s'était promis tellement de choses et moi, j'y avais tellement cru que je me sentais totalement en culpabilité de l'abandonner dans un moment aussi dur pour lui. Et je me suis bon, j'ai un ami qui a été très présent pour moi. S'il n'avait pas été là, je crois que j'aurais sombré beaucoup plus vite. Il m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais, il me soutenait énormément, il me faisait relativiser aussi mes trucs où je pleurais tout le temps. Enfin, tu vois, il essayait de me faire rire. Et donc, il se passe, je pense, 1 an et demi avant que je parte de Fred. Je ne trouve pas de solution pour aller mieux. Fred va de plus en plus mal. Je me dis, je vais vraiment mourir de tristesse si je reste à ses côtés. Et tant pis pour ce qu'on s'est promis. Moi, il faut que je sauve ma peau, quoi. Je me disais, partir d'une histoire d'amour aussi intense de 10 ans de bonheur et 15 ans de vie commune, partir une main devant, une main derrière parce que tout ce que j'avais investi, tout ce que j'avais construit, ne m'appartenait pas. Je préparais un peu mon départ. Il me fallait donc pour arriver à partir, il fallait que j'ai un projet pour moi. Et j'étais attirée par les Pyrénées, mais alors, faut pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Juste les Pyrénées, ça me parlait. J'avais besoin de me couper un peu du monde et d'être seule quand même, quoi. Et je trouve, par hasard, une formation pour devenir berger vacher transhumant. Donc ça veut dire, ce métier, que tu pars entre 4 et 6 mois dans une montagne pour y garder des bêtes, que tu travailles seul ou des fois en binôme, que tu vis dans une cabane, que tu ne redescends pas à la ville tous les soirs pour dormir, et que voilà, et que tu vis au rythme du soleil, au rythme des bêtes. Et là, je me dis, oh, putain, j'ai trop envie de faire ça. Mais j'ai 42 ans, je suis pas en forme physiquement, je me suis pris une putain de claque morale qui m'a aussi donné une claque physique, quoi. Je suis vraiment pas en forme, quoi. Et je me dis, vas-y, tant pis, je vais tenter les tests. Tu dois passer un test marche en montagne, un test en bergerie, retourner une brebis, voir si tu es à l'aise avec les animaux, un test entretien de motivation et un test avec une psychologue qui doit évaluer si tu es capable de vivre tout seul en montagne pendant plusieurs mois sans devenir complètement défoncé ou te suicider, tu vois. Et surtout, quand tu décides de faire ce métier, tout le monde a eu des cassures dans sa vie, très clairement, quoi. C'est jamais des chemins de vie linéaires. Et donc, je rentre en Corse. J'ai 15 jours devant moi avant d'attaquer la formation. J'ai Fred. J'ai une Skoda pour déménager toutes mes affaires. Et ben, je le fais. En 15 jours, je trouve un appart. Je trouve un chien de travail. Et je pars. Et là, de Picha Bastia, je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je manque de faire demi-tour 10 fois. Cet ami dont j'ai parlé tout à l'heure m'appelle toutes les heures pour me dire non, non, tu tiens bon, tu prends le bateau, tu prends le bateau. S'il ne m'avait pas appelé, je crois que je l'aurais pas pris. Et j'arrive dans le bateau, je pleure toujours évidemment comme une madeleine. Je m'assieds dans le bateau
Et là, le bateau met les gaz et j'ai plus une larme. Un truc de fou. Et là, je me dis, ouais, trop cool. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Je vais apprendre à vivre seule. Je vais essayer de plus dépendre du regard des autres comme j'ai toujours dépendu toute ma vie du regard des autres. Et je sais que je vais y arriver, tu vois. Je sais que je vais avoir de la force, quoi. Et voilà, et là, j'attaque donc ma 4e vie. Vachère. Parce que ce métier, on a beaucoup de fantasmes par rapport à ce métier. On se dit, c'est trop bien, t'es à la montagne, on voit que quand il fait beau, on voit que quand tout se passe bien, on voit des cabanes idéales, mais on se rend pas compte qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de chiottes, que t'es obligé de creuser des trous dans la terre pour faire tes besoins, que tu mets pas de PQ parce que tu respectes la nature, que tu te torches avec des fougères, que tu te laves le cul à la rivière sans savon. Tu l'idéalises ce métier, tu te dis ouais c'est génial, je vais avoir le temps de lire en gardant les brebis sous le soleil. Faux. T'as des moments où c'est comme ça, mais t'as des moments où vraiment si t'as pas le mental et t'as pas le cœur accroché et tu sors pas ton courage de ton cul, ben tu y arrives pas en fait quoi, et tu craques quoi, tu démissionnes, les conditions sont quand même difficiles quoi. Donc ben là, Vachère, le gros de la formation, c'est les 4 mois d'estive avec un maître de stage qui t'apprend le métier. Donc tu es en immersion totale. Dans les Pyrénées, on me dit qu'on part en estive, c'est quand donc les éleveurs de la plaine ou de la moyenne montagne décident de monter les bêtes à la montagne pour qu'elles se nourrissent en autonomie, gardées bien sûr par quelqu'un. En général, il n'y a pas de clôture. Donc, tu dois garder les bêtes à l'intérieur du territoire qui t'est attribué, et tu dois voir si elles vont bien, si elles font un petit, si elles n'ont pas de problème de santé, si elles mangent bien, si elles profitent bien. Tu dois aussi des fois les amener dans des secteurs où elles vont manger de la meilleure herbe selon la période de la saison que c'est, selon le temps, l'ensoleillement, est-ce que c'est cramé, est-ce que c'est pas cramé. Donc, quand les bêtes partent d'en bas, des fois elles arrivent en camion, mais des fois, elles arrivent à pied et on appelle ça donc la transhumance. Donc, on part d'un village, il y a plein de gens qui sont là, autour des brebis. En général, c'est plutôt les brebis qui transhument. Mais les vaches aussi. Hein. Autour des brebis, il y a 800 brebis, 150 personnes. Ça fait la fête, ça guide les brebis et ça arrive enfin sur la montagne où elles vont passer 4 mois en liberté totale. On va dire que c'est un métier qui est pas sans risque. Parce que la montagne, c'est un environnement qui peut devenir très hostile, quoi. Tu peux te taper des gros orages, tu peux te faire foudroyer, tu peux glisser sur une pierre, parce que les montagnes, c'est pas que des grands plateaux avec des prairies, quoi. Il y a du bois, il y a de la roche, il y a de l'altitude, il y a des prédateurs, l'ours et le loup. Les vaches aussi, effectivement. J'oubliais ce détail, oui. Tu gardes quand même des vaches. Un animal de 500 kilos avec des cornes. Donc oui, c'est... Non, c'est un métier où, ouais, il y a du danger, il y a de l'adrénaline, il y a de la mission. À la première estive que j'ai faite, ce qui m'a frappé le plus, c'est que le fait de te déplacer à pied et de n'avoir finalement plus aucun confort moderne, machine à laver, gazinière, douche, le temps, il s'écoule pas de la même manière. Parce qu'en fait, tu es obligé de prendre beaucoup plus de temps pour tout faire. En fait, le temps, c'est le temps que tu fasses les choses. Pas dans un temps imparti, mais dans le temps qu'il te faut pour les faire, tu vois. Mais ce qui change vraiment tout, quoi. Et ce qui te rend beaucoup plus apaisé. C'est un métier merveilleux qui me plaît beaucoup, que j'ai envie de continuer à exercer. Oui, ma famille, elle a eu du mal toute sa vie à accepter mes choix. Ils n'ont pas compris mon choix du théâtre. Parce qu'en fait, comme j'étais une très bonne élève et que ils sont issus d'un milieu presque ouvrier agricole paysan, quoi, de l'époque, il fallait une petite réussite sociale, une carrière tranquille. Et ma mère, c'est ce qu'elle projetait pour moi, quoi. Elle se voyait grand-mère, elle se voyait avec une fille qui avait réussi, d'autant donc que j'avais des très bons résultats scolaires. Mais en fait, les résultats scolaires, je les avais bons parce que j'étais disciplinée.
parce que je voulais qu'on m'aime et qu'on me reconnaisse. Comme j'avais des bons résultats, elle pensait vraiment que j'allais faire une grande école. On me le proposait à la sortie du lycée, on me proposait de faire Sciences Po, des trucs prépa, des trucs qui pour moi étaient juste impensables en fait, parce que je voulais pas, je voulais vivre en fait. Je voulais pas perdre mon temps à faire des études, être dans un milieu où les étudiants n'avaient aucune solidarité, mais plutôt de la compétition. Moi, c'est le genre de truc qui me paralysait en fait, qui me coupait l'oxygène. Et à chaque fois, ils estimaient que je me gâchais parce que j'étais brillante et que je ne devais pas être caissière, par exemple, quoi. Alors qu'en fait, il y a des caissières brillantes, quoi. Enfin, et que ton travail, en fait, il dit pas ce que tu es, forcément, quoi. Ils ont jamais compris que je suive pas un chemin tout tracé. Et là, ils voient que je m'épanouisse dans mon métier. Et au final, je crois qu'au fur et à mesure des années, ils ont appris à me connaître, en fait. Et ils se rendent compte que je suis pas comme eux, juste. Voilà, non, je crois qu'ils sont fiers de moi maintenant, mais ça a mis du temps. Ce qui m'a donné la force de faire ces choix, déjà, c'est un truc bizarre de dire la force de faire ces choix, parce que moi, je me suis jamais sentie forte de faire ces choix. La situation se présente, j'ai un truc à l'intérieur de moi, une bouffée d'enthousiasme et de joie qui m'envahit à l'idée de faire ça, et j'y vais, quoi. Je prends des décisions comme une écervelée parce que je n'y réfléchis pas. C'est un truc viscéral qui m'habite d'un coup et je sais qu'il faut que j'aille là. Et ce ne sont que les opportunités, enfin les rencontres, les envies. Le reste, c'est la vie, quoi. Un truc magique, un truc mystique. Bon, et ça, c'est très beau dans ce métier aussi. C'est qu'en fait, tu es obligé d'accepter que tu ne maîtrises rien. Et je crois que ce truc d'accepter que je maîtrise rien, c'est carrément le chemin de ma vie, en fait. Tu vois? Et je crois que j'en arrive là, à ce stade-là, donc dans mon métier, pour que derrière, ce soit peut-être encore plus puissant dans ma vie de femme, où on maîtrise rien. C'est du vivant. T'as beau faire tout ce que tu veux, dépenser toute l'énergie que tu veux pour que ça se passe bien, t'es pas maître de la situation. Ouais, on y va sur Fred. Oui, donc Fred, quand je suis partie dans les Pyrénées, il a été, très, très, très malheureux. Il m'appelait, très souvent et il me rappelait, et quand je décrochais, une fois, il est rentré dans une colère noire à me dire, «Mais tu te rends compte, je me fais du souci pour toi, tu m'appelles pas, tu me réponds pas», et là, en fait, j'ai pas pu. J'ai pas pu supporter cette colère, j'ai pas pu supporter cette violence. J'ai raccroché et je lui ai plus jamais répondu au téléphone, je n'ai plus eu aucun contact avec lui. J'avais des nouvelles, je savais qu'il se dégradait. J'ai su qu'il avait un cancer foudroyant, du foie évidemment, puisqu'il avait aussi une hépatite. Je savais que c'était très grave l'état. Et sa nièce m'a téléphoné un jour, un 14 juillet. J'étais en estive, donc ici au Mourtis, en Haute-Garonne, là où je suis actuellement. Et elle m'a appelée pour me dire que c'était ses dernières heures, quoi. De toute façon, on ne pouvait plus rien se dire avec Fred puisqu'il n'avait plus de cerveau. Donc ça n'aurait servi à rien que je lui téléphone. Je regrette, ce que je regrette, c'est ce qu'il est devenu en fait, quoi. C'est pas mon comportement après. Je regrette pas de l'avoir quitté. J'ai culpabilisé parce que je me disais que si j'étais restée, il aurait peut-être vécu plus longtemps, mais non en fait, non. Fallait que je me sauve ma peau, quoi. J'ai eu du mal à encaisser sa mort, hein, quand même, hein. Ça a pas été facile, hein. J'en ai été très, très peinée, quoi. Et cet ami donc qui m'avait tellement soutenue, quand je l'ai quitté, est mort 6 mois après, du même genre de cancer. Un cancer foudroyant, qui te décime un être en 2 mois, quoi. Voilà. Et là, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. Ça m'a tout fait remonter, ça a été très compliqué. J'ai vécu un hiver assez compliqué, à cause de ça. Mais là, ça va. En fait. C'est juste comme si la boucle se bouclait, quoi. Vas-y, cette vie-là, elle est finie. Il y en a une autre qui vient, quoi. Voilà. Alors, les enfants. Grosse question. Non, j'ai jamais voulu d'enfant, mais jamais, jamais, hein. Jamais, 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 quoi.
Genre à 17 ans, je savais que j'allais pas avoir de gamin, quoi. C'est la merde, quoi. Le monde, il est pas beau, quoi. Et je vais faire des gosses, quoi, juste pour perpétrer mes gènes ou... Tu vois, ça me branchait pas. J'ai avorté beaucoup de fois parce que évidemment, j'étais quand même super fécondable. C'est un truc génétique dans ma famille. Mais pas de problème avec l'avortement. Enfin, merci, merci Simone Veil, quoi. Trop cool, quoi. Parce que si j'avais eu des enfants, j'aurais pas fait, je serais pas ici. Je serais pas bien, beaucoup plus sûre de moi. J'aurais peut-être même jamais pris confiance en moi. Bien sûr, la cause féministe me tient beaucoup à cœur et la cause altermondialiste aussi me tient beaucoup à cœur, quoi. Je pense qu'on vit dans un monde où vraiment on comprend plus rien, on est déconnecté de tout. L'argent, au final, ça n'a aucune importance, quoi. Et c'est ça qui guide le monde. Et on perd tout ce qu'on peut être de beau. Et tu vois, moi, quand je suis dans une forêt, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a sur mon compte en banque, quoi. Et je pense que si on recrée du lien avec le vivant, avec les plantes, les arbres, le ciel, les étoiles, la terre, et ben les gens, ils iraient mieux, en fait. Il y aurait moins de déprimés, il y aurait moins d'immunodéprimés, il y aurait moins de maladies. Parce que dans la terre, tu prends tout. Enfin, tu vois, quand il y a eu l'histoire des bassines, là, mais j'avais envie d'y aller et de militer, quoi, tu vois. Le courage, pour moi, c'est plutôt ça. C'est de faire des actes qui ne vont servir que le bien public au détriment de ta propre existence à toi. Ça, c'est du courage. Ça me tient à cœur. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est courageux. T'oublier toi-même pour servir une cause, mais qui va faire que les gens vont aller mieux, quoi. Tu vas avoir du travail de montage, hein, franchement, parce que ça part dans tous les sens. Je ne suis pas sûre de la réussite de l'entreprise.